Bonsoir à tous, il est 20 h, voici les titres de l'actualité. Nous reviendrons sur la condamnation aujourd'hui par un tribunal britannique d'une Française et de son fils, condamnation à 3 ans et 5 ans de prison ferme pour avoir aidé des immigrés clandestins à entrer en Angleterre moyennant finances. À suivre également le ouf de soulagement des Conti à Amiens. La cour d'appel a choisi la clémence pour les 6 employés qui étaient poursuivis après leur coup de colère dans les locaux de la sous-préfecture de Compiègne en avril dernier. Une nouvelle enquête inquiétante révèle que la consommation de drogue augmente en France et notamment chez les adolescents. Alors que faire et comment réagir pour les parents confrontés à cette situation? Nous poserons ce soir la question à un spécialiste des addictions. Les jours du permis à points sont-ils comptés? Vous verrez dans un instant que de plus en plus de contentieux devant les tribunaux donnent finalement raison aux automobilistes. Conséquence, la ministre de la Justice souhaite réformer le système. À Lyon, les équipes du professeur Dumaner ont célébré aujourd'hui le 10e anniversaire de la première double greffe de main. Portrait ce soir d'un greffé 2 ans après son opération. Il nous racontera sa nouvelle vie. Enfin, cinéma avec la sortie de L'Autre Dumas, film qui revient sur le destin d'Auguste Maquet, qui fut le nègre oublié du célèbre romancier du 19e. À l'affiche, un étonnant face-à-face d'acteurs, Gérard Depardieu face à Benoît Poelvoorde. Voici pour les titres, merci d'être avec nous. On commence ce journal par cette décision de la cour de Portsmouth en Angleterre. 2 Français, une mère et son fils, comparaissaient aujourd'hui pour avoir fait entrer illégalement sur le territoire britannique 16 clandestins vietnamiens. La décision est donc tombée et les sanctions sont lourdes. 3 ans de prison ferme pour la mère et 5 ans pour son fils âgé de 20 ans qui est apparemment à l'origine de l'affaire. Sur place, Jacques Cardoz et Stéphane Guillemot. Ils pensaient faire de la Grande-Bretagne une terre d'accueil pour les clandestins qu'ils transportaient. Ce rêve, ils l'ont payé très cher. En arrivant en fourgon ce matin au tribunal de Portsmouth, Christiane et Benjamin Choca savaient qu'ils encouraient une lourde peine. Mais 3 ans pour elle et 5 ans pour l'organisateur du passage, le fils, la sanction s'avère bien plus lourde que prévu. Il accepte le principe d'une condamnation. Il a fait quelque chose de très mal. Mais s'il reconnaît qu'il doit être puni, cette peine de 5 ans est bien trop longue. Vous pensez que le juge a voulu en faire un exemple? Oui, peut-être. C'est un moyen d'empêcher que cela se reproduise ailleurs, en France. Benjamin est très déçu, et en particulier inquiet de la réaction de son père à cette peine. Et il souhaite faire appel. Le 1er octobre dernier, Christiane et Benjamin Choca débarquent à Portsmouth en provenance de Cherbourg. Ils tentent alors de passer la douane, mais les officiers spécialisés dans le contrôle aux frontières sont alertés par une forte condensation du pare-brise de la camionnette. À l'intérieur, cachés derrière des boîtes de nouilles, se trouvent 16 Vietnamiens, dont 3 femmes. Tous sont âgés de 15 à 35 ans. Les clandestins sont arrêtés et renvoyés en France où ils vivaient jusque-là. Les Choca, eux, sont accusés de trafic d'êtres humains. Et cet après-midi, l'audience a été accablante. Lui a clairement agi pour l'argent. La camionnette, elle avait été soigneusement préparée par un autre protagoniste. La mère n'aurait fait que conduire le véhicule, mais la justice anglaise, qui pensait avoir affaire à 2 passeurs occasionnels, s'est retrouvée en fait devant une petite organisation criminelle. Et on retrouve sur place à Portsmouth notre correspondant Jacques Cardoz. Bonsoir Jacques. Alors est-ce qu'on est en face d'un trafic organisé ou d'une affaire isolée, individuelle, apparemment mise en place par ce jeune homme de 20 ans? Eh bien c'est vrai en tout cas Laurent que lorsque l'affaire a été révélée à l'automne dernier, on imaginait qu'en réalité Benjamin Choca avait agi par amour, parce que c'est vrai et ça apparaît dans la procédure qu'il connaissait une Vietnamienne et on pensait qu'il avait fait tout ça pour elle. En réalité, il faut savoir que la législation britannique impose un mutisme total à la justice et à la police et donc il faut attendre le dernier jour, c'est-à-dire aujourd'hui, pour avoir la vraie version des faits et c'est une toute autre version à laquelle on a été confronté aujourd'hui. En réalité, on apprend que Benjamin Choca a fait tout ça pour de l'argent. Il devait toucher la bagatelle de 24 000 € après le passage. On a également appris qu'il avait effectué le même genre de trajet fin août, début septembre, puisqu'il a réservé le même véhicule durant 5 jours, effectué 1500 km de parcours. Et bref, le juge a voulu faire un exemple cet après-midi. Il s'est adressé en ces termes à Benjamin Choca. Il lui a dit: écoutez monsieur, si vous n'étiez pas âgé de 20 ans, je vous aurais infligé une peine de 8 ans de prison ferme.
Merci Jacques Cardoz. La Cour d'appel d'Amiens n'a donc pas suivi le réquisitoire de l'avocat général qui avait réclamé pour les 6 employés de Continental des peines de prison avec sursis. Ce sont des peines d'amende qui ont été finalement prononcées. C'est donc un soulagement aujourd'hui pour les ouvriers de l'usine Continental de Clairoy. Ils avaient, je vous le rappelle, endommagé la sous-préfecture de Compiègne en avril dernier. À Amiens, le reportage ce matin de Caroline Thébault et de Vincent Barral. Un geste de combat, aujourd'hui signe de victoire. Les 6 anciens salariés de Continental sont condamnés à des amendes de 2 à 4 000 € chacun. Un délibéré qui a fait fondre en larmes le principal prévenu. C'est des larmes aussi parce que vous voyez tout ça, c'est cette histoire d'amour que j'ai vécue avec tous mes potes de Conti et les larmes ils sont pour ça parce que je me dis que peut-être tout ça, ça va s'arrêter. Tous espéraient la clémence du tribunal sans trop y croire. Finalement, pas de prison avec sursis, pas d'inscription au casier judiciaire, un soulagement. La justice, cette justice dont tous on a douté, aujourd'hui on peut lui dire merci. La Cour d'appel confirme quand même leur culpabilité pour des dégradations commises lors de cette manifestation. Les gars. C'était à la sous-préfecture de Compiègne, le 21 avril dernier. Ils venaient d'apprendre que leur usine allait bel et bien fermer. Depuis, l'affaire a pris une tournure politique avec le soutien affiché de la gauche et de l'extrême gauche. Mais aujourd'hui, pour ces Conti, c'est une décision symbolique qui ravive l'émotion. 38 ans de maison, quand on apprend qu'on perd son boulot, on perd son âme. Et je suis fier de tous mes camarades. On a encore du mal à réagir, quoi. Pour nous, c'est déjà une grande victoire, mais pas une grande victoire pour les Conti, une grande victoire pour la classe ouvrière. L'ambiance est festive, mais les Conti n'oublient pas la prochaine et dernière audience, civile cette fois, pour déterminer le montant des dommages et intérêts. Selon l'État, la facture des dégradations dans la sous-préfecture dépasse les 60 000 €. Le point maintenant sur les conséquences du cyclone Oli en Polynésie. Les services météo annonçaient des vents allant jusqu'à plus de 200 km/h sur cet archipel du Pacifique. Et les dégâts matériels sont déjà importants. Images de nos confrères de RFO commentées par Aurélia Guimin. À Bora Bora, l'alerte rouge a été levée, mais le cyclone a laissé des traces. C'est sur cet archipel que les dégâts sont les plus lourds. 300 maisons détruites ou inondées, des arbres arrachés par dizaines, et des habitants sous le choc de ce qu'ils découvrent aujourd'hui. Ce matin, quand je suis revenue pour voir ma maison, il n'y a plus rien. Plus rien. Même l'autre côté aussi, il n'y a plus rien depuis ce matin. Quelques heures après le passage d'Oli, à Papeete, les vagues restent fortes, avec des creux de 6 mètres. Aux alentours, cet après-midi, 20% des habitants étaient toujours privés d'électricité. Un moindre mal pour ceux qui ont le sentiment d'avoir échappé au pire. On avait eu peur, oui. Surtout pour les enfants. Hein. Encore la maison, on peut pas retaper la maison. C'est la première fois que je vois des vents pareils à Tahiti. En prévision du cyclone, 4000 personnes au total ont été évacuées. Elles ont trouvé refuge dans des églises ou des écoles réquisitionnées en urgence. Mais ce soir, c'est le sort des habitants des îles australes, plus au sud, qui inquiète les autorités. Des vents d'une rare violence y auraient fait une victime, un homme de 40 ans. Dans l'actualité, en bref, la situation est toujours bloquée au lycée Adolphe Chériou de Vitry-sur-Seine, où un élève avait été blessé mardi d'un coup de couteau. Le personnel enseignant a décidé de ne pas reprendre le travail aujourd'hui et a même prolongé son droit de retrait jusqu'à mardi prochain. Selon eux, les propositions du recteur d'académie ne sont pas satisfaisantes. Ils en appellent au ministre Luc Châtel pour débloquer rapidement la situation. Par ailleurs, sachez que 3 mineurs soupçonnés d'avoir participé à l'agression de l'élève ont été mis en examen aujourd'hui. Une étude, je vous le disais, inquiétante sur la consommation de drogue en France, car elle confirme certaines tendances. Tout d'abord, le cannabis se banalise de plus en plus. À 5 € le gramme, il est devenu un produit très accessible pour les plus jeunes. La cocaïne, elle, se démocratise également. On la retrouve même en milieu rural. En revanche, une nouveauté, l'héroïne qui avait disparu, refait son apparition. Père Monégier, Anthony Da Silva et Nicolas Ducrot. Ce sont des drogues dures, mais de plus en plus faciles à se procurer. La cocaïne, l'héroïne se démocratisent. Ce geste, autrefois tabou, tend presque à se banaliser. À 17 ans en France, ils sont 30 000 à s'être déjà laissés tenter, et bien plus encore, à avoir été confrontés aux drogues dures.
Ça m'est arrivé qu'on me propose, j'en ai pas pris personnellement, mais c'est arrivé que des amis en prennent avec moi, enfin à côté de moi et voilà quoi. Dans les bonnes soirées bien aisées, c'est fréquent de trouver des gens qui sniffent, qui prennent de LSD, de la drogue dure, jusqu'à même voir se piquer, c'est fréquent. Des consommateurs de plus en plus jeunes et des drogues de plus en plus accessibles. Avant c'était les joints, maintenant c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus et il n'y a plus de secret. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'il y en a, tout le monde sait où en trouver et tout le monde sait qu'en soirée ça se trouve et c'est pas cher en plus. 5 € seulement le gramme de résine de cannabis, une quarantaine d'euros celui d'héroïne et une soixantaine d'euros pour un gramme de cocaïne. Les prix se sont effondrés ces dernières années, mettant la drogue à la portée de nombreuses bourses. Résultat, une consommation de cannabis stable et très répandue, mais surtout une explosion de la consommation de cocaïne et d'héroïne. Une drogue dont l'image a totalement changé. On n'est plus dans une représentation extrêmement négative de l'héroïne avec l'overdose, la déchéance sociale. C'est lié au fait qu'actuellement l'héroïne est plutôt sniffée ou fumée. Donc le mode d'administration a beaucoup d'importance et fait tomber un certain nombre de tabous. Les tabous tombent et les risques augmentent. Car ces nouveaux consommateurs méconnaissent souvent les dangers de ces drogues dures. Pour la première fois depuis bien longtemps, ces 2 dernières années, le nombre de décès liés à des overdoses est reparti à la hausse. Et avec nous pour les 3 questions A, le professeur William Loewenstein. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin, spécialiste des addictions. Alors d'abord, récemment encore, un ancien ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, estimait qu'il était peut-être temps de réglementer la production, la vente, bref, d'en finir avec la simple vraie-fausse répression de la consommation du cannabis. Qu'est-ce que vous en pensez ? En tant que médecin, mais aussi en tant que citoyen, j'ai toujours été favorable à la décriminalisation de l'usage du cannabis. C'est stupide, pour pas dire intolérable, de mettre en prison, d'arrêter les usagers et de laisser s'enrichir les dealers. Faut-il pour cela légaliser? Je crois qu'il est temps en tout cas d'ouvrir le débat à condition que la population française soit correctement informée des risques sanitaires du cannabis, pas simplement psychologiques, mais aussi les risques cancérigènes et les risques cardiovasculaires. Ouvrons le débat, oui, au bout de 40 ans, il est temps. Autre question, professeur Loewenstein. Comment expliquez-vous que le prix des différentes drogues baisse? Le cannabis, la cocaïne sont de moins en moins chers sur le marché français et donc finalement de plus en plus accessibles pour les plus jeunes? Hélas, une conjonction quasiment idéale entre l'offre et la demande. Une production en Amérique du Sud, en Afghanistan, en Afrique du Nord qui n'a jamais été aussi bien portante malgré la guerre à la drogue. Et puis une demande dans notre société qui est toujours une société de performance, cela a été dit tout à l'heure, les consommateurs sont de plus en plus nombreux parce que les consommateurs considèrent la drogue comme un dopant pour réussir ou un dopant pour s'amuser. Cette image est bien loin du marginalisé junkie de jadis. Justement, professeur, pour les parents qui nous écoutent, comment ils peuvent s'apercevoir que leur enfant consomme, par exemple, de la cocaïne? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils sont souvent perdus. Oui, parce qu'on a souvent trop compliqué les débats sur cette crainte. Si notre enfant, notre adolescent, on craint qu'il ait de l'asthme, une otite ou je ne sais quoi, on l'amène chez le médecin. Faisons la même chose s'il y a une crainte de consommation avec notre adolescent. Emmenons-le chez le spécialiste des addictions ou chez le médecin généraliste qui petit à petit se forme. Si vraiment l'humeur est changeante, s'il y a des troubles du sommeil, s'il y a des difficultés relationnelles chez un adolescent qui se met à renifler tout le temps, oui, il ne faut pas hésiter, il faut l'amener à consulter rapidement sans se poser trop de questions profondes. Merci à vous, professeur. C'est un week-end de départ en vacances, départ pour les stations de sport d'hiver, parfois, pour les élèves de la zone B. Les académies d'Aix-Marseille et de Nice sont concernées. Et la journée de demain sera classée rouge en Bourgogne, dans la région Rhône-Alpes et dans les accès aux Alpes du Sud. Prudence dans les stations de ski puisque la neige est tombée ces dernières heures. Ainsi, Météo France évoque des risques d'avalanche dans les Pyrénées et dans les Alpes. Faudra-t-il
À terme, maintenant, réformer le permis à points. Une chose est sûre, en tout cas, les automobilistes sont de plus en plus nombreux à saisir le tribunal lors des contentieux et ces batailles juridiques et administratives s'achèvent de plus en plus souvent en leur faveur. La raison de tout cela, le flou qui entoure l'ensemble du système. Explication, Diego Garcia et Frédéric Pasquette. Un feu rouge grillé, un portable au volant pour le reste des petits excès de vitesse. Le permis de monsieur Alexandre est annulé en mai 2007. Léger dépassement de vitesse, inférieur à 20 km, survenu sur des portions d'autoroute où la vitesse était limitée à 90 km/h. Voilà ce qui constitue 90% de mes infractions. Son avocat exploite les failles du système, comme celle-ci. L'administration ne peut pas prouver qu'il a reçu les amendes. 3 000 € et 2 ans de procédure plus tard, la décision tombe. Le ministère de l'Intérieur a 3 mois pour lui rendre son permis. J'ai mon permis de 1976, je n'ai pas eu un seul accident grave, je n'ai jamais blessé personne. Les requêtes des automobilistes devant les tribunaux administratifs sont passées de 3 000 il y a 10 ans à 15 000 aujourd'hui. Des dossiers bâclés ou incomplets. Résultat, lorsque la justice tranche, 1 fois sur 2, c'est en faveur des automobilistes. En clair, 50% réussissent à sauver leur permis. Pour le Conseil d'État, il faudrait réformer le système. L'automobiliste aurait donc, dans un premier temps, pour interlocuteur un représentant de l'administration et non pas un juge. Les avocats ne voient pas l'intérêt de cette mesure. Est totalement inutile parce qu'elle existe déjà, ça s'appelle le recours gracieux et c'est quelque chose que l'on faisait dans 90% des dossiers depuis des décennies. En attendant, les contentieux n'ont pas fini de submerger les tribunaux administratifs. Économie avec l'inquiétude à nouveau des places boursières face au déficit public de plusieurs pays européens comme la Grèce, le Portugal ou encore l'Espagne. Aujourd'hui, le CAC 40 a chuté de 3,4%. Depuis début janvier, la bourse de Paris a déjà perdu près de 10%. Elle a clôturé aujourd'hui à 3600 points. Économie toujours avec l'inquiétude d'une profession, celle des marins-pêcheurs. Et cela, 48 heures après l'annonce du gouvernement français d'interdire à terme la pêche du thon rouge au nom de la protection de l'espèce. Les pêcheurs qui réclament désormais un rendez-vous avec Nicolas Sarkozy afin d'y voir plus clair. Réaction et atmosphère aujourd'hui au Pays Basque, direction le port de Saint-Jean-de-Luz avec Francis Mazoyer et Philippe Dumail. Depuis l'annonce du gouvernement, ce pêcheur de Saint-Jean-de-Luz ne décolère pas. Pour Didier Martinez, une interdiction du thon rouge aurait de graves conséquences. Son chiffre d'affaires divisé par 2 est peut-être la clé sous la porte. On demande à travailler, on ne demande pas à tout casser, on demande à travailler. On a toujours vécu ça dans toute notre vie, de père en fils, qu'on nous laisse travailler, c'est tout ce qu'on veut. Voici la pêche traditionnelle la plus répandue au Pays Basque. On attrape le thon rouge grâce à des appâts vivants et à de longues cannes. C'est spectaculaire, mais les quantités prélevées n'ont rien à voir avec celles des gros thoniers. Cet armateur souhaite à tout prix préserver cette pêche artisanale. On pêche du petit poisson, on va en pêcher 1-2, on le relâche. On s'échappe de ce banc, on va chercher du plus gros. Voilà, nous on peut jouer là-dessus. Après quand j'entends, voilà quoi, on nous a tous mis globalement dans ce même sac, ça nous fait mal aux tripes. Aujourd'hui, le thon rouge représente 10% du chiffre d'affaires de la criée de Saint-Jean-de-Luz et fait travailler une centaine de marins. Toute une filière interpelle la classe politique. Ce n'est pas une injustice, c'est un scandale. Le thon rouge est devenu un symbole pour certaines ONG, alors que les avis scientifiques préconisent qu'on peut continuer à pêcher. Donc première chose, donc partant de là, on ne comprend pas la position de la France. Les pêcheurs basques espèrent donc que l'Union européenne ne suivra pas ces recommandations. Une réunion de l'ONU prévue en mars au Qatar devrait s'avérer capitale. D'ici là, les pêcheurs comptent se faire entendre sans pour autant bloquer le port. Il est 20h16 à suivre dans un instant. On pourrait appeler cela la tentation de la robe. Nous verrons pourquoi de plus en plus de politiques choisissent un jour d'embrasser la carrière d'avocat. Le 10e anniversaire d'une première scientifique, la double greffe demain des équipes du professeur du Bernard. Portrait et nouvelle vie ce soir d'un jeune homme greffé il y a tout juste 2 ans. Et puis cinéma avec un face-à-face étonnant entre Benoît Poelvoorde et Gérard Depardieu à l'affiche de L'autre Dumas qui sort la semaine
prochaine. Mais avant cela, la politique avec ce sondage. Tout d'abord, sondage CSA pour l'hebdomadaire Marianne. Si Dominique Strauss-Kahn et Nicolas Sarkozy se retrouvaient confrontés au second tour de l'élection présidentielle de 2012, eh bien l'actuel président du FMI l'emporterait avec 52% contre 48% pour le président de la République. En revanche, les chiffres s'inversent dans le cas d'un duel entre Martine Aubry et Nicolas Sarkozy. Politique toujours avec notre enquête ce soir sur ces politiques qui décident un jour de porter la robe, de devenir avocats. Ils sont en tout cas de plus en plus nombreux à franchir le pas ou à souhaiter le faire. Ainsi, Noël Mamère, Dominique de Villepin, Jean-François Copé ou encore Rachida Dati ont déjà fait ce choix. Alors comment l'expliquer? Élément de réponse avec Javi Timbert et Pascal Stelletta. L'attirance marche dans les deux sens. Il y a les avocats nombreux devenus hommes politiques. Des stars du barreau comme Arnaud Montebourg ou Jean-Louis Borloo, défenseur en son temps de Bernard Tapie. Et puis il y a ceux ou celles qui ont revêtu la robe le temps d'une parenthèse dans leur carrière. Je le jure. Ségolène Royal en 1994 ou François Baroin, ministre redevenu député, il avait une idée en tête. Je trouvais intellectuellement intéressant de voter la loi comme parlementaire, de l'appliquer comme maire et de constater malheureusement son inopérance, son inapplication ou ses dégâts comme avocat. Mais aujourd'hui c'est un véritable mouvement. Noël Mamère, Jean-François Copé, Frédéric Lefebvre, Dominique de Villepin, Claude Goasguen, Jean Glavany. Pour chacun d'eux, comme pour les hauts fonctionnaires et les juristes, pas besoin du CAPA, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Certains diplômes et 8 ans de pratique juridique suffisent. En 2008, bien avant le procès Clearstream, Dominique de Villepin entrait dans le monde de la justice de l'autre côté, en avocat. Quand on quitte la politique, il faut par définition inventer une vie nouvelle. J'avais fait des études de droit et le métier d'avocat est un métier qui m'attirait parce que ça me permettait de garder un lien avec la vie internationale et en même temps avec quelques grandes causes. La vraie tendance est au cabinet d'avocats d'affaires. Christian Pierret était un ministre socialiste. Aujourd'hui, il parle toute la journée d'entreprise, de fusion-acquisition, de business. Tous les matins, il faut que je lise le FT et le Wall Street Journal également. Pour être très franc, j'ai certainement beaucoup plus de prise et d'influence sur la vie économique et sociale du pays qu'en tant que député si j'étais dans l'opposition. Avantage non négligeable pour ces anciens de la politique active, le revenu. Mon niveau de rémunération est très convenable. Mais encore? Ça dépend de mes clients. Un avocat associé, le plus haut grade dans les cabinets d'affaires, perçoit entre 15 et 20 000 euros mensuels. Jean-François Copé travaille lui aussi à temps partiel dans un cabinet d'affaires, tout en étant l'influent président des députés UMP, une double casquette que lui reprochent certains collègues. Est-ce qu'on peut être à la fois dans un cabinet d'affaires dont les principaux clients sont des entreprises du CAC 40 et être en même temps député à l'Assemblée nationale, représentant du peuple? Quand Noël Mamère défend des sans-papiers, ce qui est son droit le plus strict, on va expliquer que du coup il n'a plus le droit de participer à une loi sur la question de la lutte contre l'immigration clandestine. Avocat venu de la politique. La prochaine sur la liste devrait être Rachida Dati. Elle qui fut jadis magistrate portera une nouvelle robe. Au même moment, le gouvernement compte un nombre très conséquent d'avocats. Patrick Devedjian, Christine Lagarde, Jean-Louis Borloo, Jean-Marie Bockel, Pierre Lelouch. L'exemple vient de haut. Dans une vie antérieure, Nicolas Sarkozy a lui aussi beaucoup plaidé. Voilà pour notre enquête. Le CHU de Lyon célébrait aujourd'hui le 10e anniversaire de la première double greffe de main pratiquée par l'équipe du professeur Dubernard. Il faut savoir que 5 des 20 greffes mondiales ont été pratiquées au sein de ce service. Des hommes et des femmes qui étaient aujourd'hui aux côtés de toute l'équipe. L'occasion ce soir de découvrir la vie d'Albéric. Il a 30 ans, il avait perdu ses mains lors d'un incendie et en juillet 2008, il a pu subir cette double greffe. 2 mains et une nouvelle vie que nous dévoilent ce soir Denis Sébastien et Thierry Simonet. Il y a quelques mois, il a franchi une grande étape. Albéric vit seul en appartement, il est autonome. S'habiller, se faire à manger, il est capable de réaliser beaucoup de gestes du quotidien, avec des mains qui lui ont été greffées il y a tout juste 1 an et demi. C'est un bonheur immense, mais c'est tout de suite, dès qu'on voit qu'on arrive à faire un petit mouvement, c'est moi qui le commande, mon sang qui circule, mes nerfs qui repoussent dans les mains, on se les rapproprie finalement beaucoup plus facilement qu'on pourrait le penser.
Albéric s'est retrouvé amputé à la suite d'un grave incendie il y a 7 ans. Aujourd'hui, il mène une vie presque normale. Il peut même reconduire. C'est ce qu'il fait tous les jours pour aller au centre de rééducation. Ça a toujours été une passion pour moi, l'automobile. Donc, j'ai toujours aimé conduire. Donc, c'est vraiment une des choses très importantes. Plusieurs heures de kinésithérapie par jour et un traitement lourd de médicaments pour éviter les rejets de la greffe. L'opération ne fait pas tout, ça tire bien. Mais les progrès qu'il réalise petit à petit l'aident à tenir. On s'accroche à la rééducation, oui. Puis l'espoir, la volonté d'aller plus loin dans la récupération. Albéric aura vécu 5 ans amputé avant de pouvoir bénéficier d'une greffe. Mais il s'est toujours efforcé de penser qu'il retrouverait un jour ses mains. Le matin, je me lève pas en me disant qu'est-ce qu'elles font là ces mains. On oublie vite qu'on a plus une main pendant un moment donné. Prochaine étape dans la vie du jeune homme, trouver un travail lorsque la rééducation sera moins prenante. Soutenu par sa famille et ses amis, Albéric a beaucoup de projets en tête. Le sport avec l'événement du week-end aux États-Unis. Dimanche se jouera la finale du Super Bowl, l'épilogue de la saison de football américain, qui est là-bas le sport le plus populaire. Et cette année, l'affiche est particulière puisque c'est la première fois que la Nouvelle-Orléans se retrouve en finale. Un événement pour cette ville qui se remet encore doucement des ravages de l'ouragan Katrina. Sur place, le reportage d'Alain Chalvron et Laurent Desbois. Parce que Louis Armstrong a fait de ce gospel « When the Saints Go Marching In » l'hymne de la Nouvelle-Orléans, l'équipe de football américain de la ville s'appelle les Saints. Et parce que les Saints se sont qualifiés pour le Super Bowl, la super finale du sport le plus populaire du pays, la Nouvelle-Orléans est en folie. Et quand on dit folie à la Nouvelle-Orléans, c'est vraiment la folie. La ville entière dans la rue Bourbon, la bière qui coule à flot, enfin, quand elle coule, et les hommes déguisés en femmes, la grande transgression pour une bonne raison. Il y avait un commentateur sportif qu'on appelait Buddy D. Il avait dit « Si les Saints arrivent un jour jusqu'au Super Bowl, je m'habillerai en femme ». Alors aujourd'hui, on exauce sa promesse. Mais en réalité, si la Nouvelle-Orléans fait ainsi la fête, c'est que ce match de foot est bien plus qu'un match de foot. Ça compte encore plus depuis Katrina. C'est vraiment la résurrection de notre ville. C'est une renaissance pour la Nouvelle-Orléans. On revient encore plus fort qu'avant. Tout le monde se souvient de ces images de la ville submergée par les eaux et des 1836 morts provoqués par l'ouragan. C'était il y a 4 ans et demi. Mais des quartiers entiers restent dévastés comme celui-ci, le Wharf 9. On commence à reconstruire, mais la ville est loin d'avoir récupéré. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans la ville. En termes de population, les 2 tiers seulement sont revenus. Et certains quartiers ont été tellement endommagés qu'ils ont encore du mal à reprendre vie. Sur le papier, c'est l'équipe d'Indianapolis qui est favorite. Elle a déjà gagné le Super Bowl en 2007. Mais la cote d'amour, bien au-delà de la Nouvelle-Orléans, va aux Saints, tout simplement parce que cette ville a bien besoin d'une victoire. Et en France, l'événement du week-end, c'est le début du tournoi Destination 2010. La France débutera la compétition face aux Écossais dimanche, match à suivre sur France 2 à partir de 16 h. Sachez que le demi de mêlée du Stade Toulousain, Jean-Baptiste Elissade, a dû déclarer forfait suite à une blessure au mollet. Il a aujourd'hui été remplacé par Frédéric Michalak. Le cinéma avec la sortie mercredi prochain de L'Autre Dumas, un film où l'on découvre qu'Alexandre Dumas ne s'est pas contenté de sa seule plume pour écrire ses chefs-d'œuvre. À ses côtés, il y avait Auguste Maquet, un érudit fouilleur d'archives qui participa au succès du romancier sans en recueillir les fruits. Voici cette histoire interprétée par un duo d'acteurs, Gérard Depardieu et Benoît Poelvoorde. Le film vu par Marie Jaujoin et Tristan Lebras. C'est du très beau théâtre, Alexandre. L'un vivait dans l'ombre de l'autre. Vous l'aurez? Vous l'aurez dans 2 heures. Gérard Depardieu est Alexandre Dumas. Faites le brouillon, je m'occuperai du reste. Accordez-moi 1 heure supplémentaire et je vous filme le dialogue. Benoît Poelvoorde, Auguste Maquet, son nègre littéraire 11 ans durant. Alexandre Dumas et Auguste Maquet ont écrit ensemble Les 3 Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo, La Reine Margot. L'un est un génie, l'autre pas, mais ils ne peuvent se passer l'un de l'autre.
C'est magnifique, Alexandre. Sans Auguste Maquet, Dumas n'aurait pas pu être aussi libre. Et je pense que c'est vraiment l'histoire d'une amitié avant tout. Une amitié mise en péril à cause d'un quiproquo. Monsieur Dumas, vous voulez bien m'écrire une petite dédicace? Quel est votre prénom? Charlotte. Pour les beaux yeux d'une jeune révolutionnaire, Maquet se fait passer pour Dumas. Je vous remercie. Grâce à vous, j'ai passé une nuit délicieuse. La fiction se mêle à l'histoire, révélant un auteur entièrement mu par ses pulsions. N'avez-vous pas vu que je l'aime? C'est un personnage qui mange la vie et qui est extrêmement séduisant, à qui on ne peut pas en vouloir, même s'il est horrible. C'est un personnage odieux. Il a toujours des côtés désarmants. Je bloque. Comment ça vous bloquez? Eh ben oui. Mais comment ça va, Alexandre, quand ça bloque? Ça bloque. Merde, il manquait plus que ça. Il a un côté donc plus triste, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus effacé, ce qui sera son chagrin et sa difficulté, c'est de voir à côté d'Alexandre Dumas, qui est si fort, qui a tant de panache, tant de bagou, un homme qui lui écrit tout autant, mais qui n'arrive pas à exprimer aussi bien sa vie. Je vais vous attaquer en justice. D'ailleurs, Maquet n'aura de cesse de revendiquer son rôle de co-auteur sans jamais obtenir gain de cause. Parce que c'est que d'être en guerre contre moi. Je dirais aux journalistes que je suis à la source de toutes nos œuvres. L'ogre devant son miroir, c'est ce que fut sans doute Dumas face à Maquet. Vous disiez quoi? C'est écrit en toutes lettres. La reine Margot par Alexandre Dumas. Depardieu face à Paul Vorde, c'est simplement un grand duo d'acteurs. Voilà, le film sort mercredi prochain. Avant de refermer le journal, je vous rappelle l'une des informations de ce vendredi. C'est la clémence de la Cour d'appel d'Amiens qui n'a pas suivi le réquisitoire de l'avocat général qui avait réclamé pour les 6 employés de Continental des peines de prison avec sursis. Ce sont des peines d'amende qui ont été finalement prononcées. Plusieurs salariés de l'usine Continental de Clairoy avaient, je vous le rappelle, endommagé la sous-préfecture de Compiègne en avril dernier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Tania Young, à 20h35, un téléfilm policier, Entre deux eaux. Et puis, rendez-vous donc demain pour 50 minutes d'information, dès 13h avec le journal. Et puis, avec votre magazine, 13h15, le samedi. Passez une très belle soirée et à demain, j'espère.